Tout d'abord, merci Marilia, Alice de nous recevoir dans cette superbe enceinte. Je suis ravi de participer à cet événement et je vais essayer en très peu de temps d'être incisif et de vous raconter une histoire de modernité africaine à travers les enjeux de modernité alimentaire. Alors, comme on n'est pas ni CFAO, Deloitte, Ipsos et qu'on n'est qu'une petite boutique de design alimentaire dans le monde, tout de même présente à Sao Paulo, Singapour et Paris, je voudrais en un mot vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Nous, notre objectif depuis 14 ans, c'est d'inventer un futur alimentaire meilleur, réconcilier le consommateur et l'industrie et accompagner une mutation inexorable qui va de l'assiette aux expériences et au style de vie. On a 4 pôles, un pôle qu'on appelle l'imaginaire qui est vraiment un peu comme les concept cars, c'est-à-dire on prototype dans la veine du design thinking, on essaie d'inventer un futur, d'interpeller l'industrie dans le monde entier. On est des obsédés du réel, de la compréhension, de la connexion avec les marchés. Donc on a monté une base de données, publié 23 livres, et surtout on crée aux côtés de l'industrie. Quand je dis créer, c'est créer des nouveaux produits qui comprennent finalement l'analyse du consumer insight jusqu'au produit dans toutes ses formes, son émotion, sa fonction, son partage, son histoire et son langage consommateur. Enfin, on développe de plus en plus. J'étais aux Philippines, on sort d'un grand projet au Brésil, on développe des plateformes de communication, des plateformes collaboratives, où pour un État comme les Philippines, on essaie de comprendre comment un État peut s'inscrire dans le débat mondial en convergeant avec une offre, avec une biodiversité et tutti quanti. Voilà, on est présent à Sao Paulo, Singapour et à Paris. Et pour moi, l'Afrique, c'est avant tout une histoire d'amour. Donc ce que j'aimerais vous passer comme modèle ce soir, c'est que l'Afrique et les pays africains n'ont pas à se conformer à un modèle existant. J'entends que dans cette assemblée, et dans les discours que j'entends, il y a cette donne quand même que on est content que l'Afrique suive des modèles qu'on a développés. Moi, je parie sur un contre-modèle africain, et dans le domaine alimentaire, j'aimerais vous en donner quelques idées. La première chose dans le domaine alimentaire qui est passionnante, c'est que le monde entier est en train d'ouvrir un nouveau chapitre. Et bonne nouvelle, on ne dira pas que l'Afrique est en avance ou en retard cette fois-ci. L'Afrique s'aligne sur la grille de départ et les pays africains, je pense qu'il faut déglobaliser cette idée qu'il y a une Afrique, il y a des Afriques, il y a un grand mystère, il y a une grande absence de connaissances surtout. Alors effectivement, on a des chiffres, on parle de démographie, de biodiversité, on essaie de se rassurer avec des grands fondamentaux, mais c'est surtout un grand mystère. Mais la bonne nouvelle, c'est que le monde entier est en train de bouger d'une expérience qui était autour de l'ingrédient, de la recette, du chef. Et on est en train de glisser vers l'expérience. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des marques, de créer des systèmes que j'appelle de plaisir et de style de vie, dans lequel finalement l'Afrique doit s'inscrire avec son capital et avec ses forces. Donc c'est ce que les anglo-saxons appellent cette mutation de l'ingredient centricity vers l'experience centricity. Alors, l'Afrique dans tout ça, est-ce que l'idée, c'est que l'Afrique doit être globalisée, doit être submergée par des diktats de grandes entreprises mondiales et doit consommer ce que consomme le consommateur européen, doit ne jamais exporter aucune idée pour être politiquement correcte, ou a-t-elle un vrai capital? Moi, ce que j'observe, c'est que le pari, c'est le pari de la contre-culture et du contre-modèle. Moi, j'ai eu la chance dans ma vie de présider la stratégie du groupe Coca-Cola pour l'Afrique. J'étais à 24 ans secrétaire général de la BCG en Guinée. Pour moi, l'Afrique, c'est avant tout un laboratoire, et un laboratoire avant-coureur, précurseur de relations humaines. Et dans ce siècle, dans ce 21e siècle où on se meurt de peu de relations, de pas de vie après l'écran, l'Afrique a un capital de vie collective qui est insensé. Moi, j'ai la chance d'être un peu globe-trotter et d'aller dans le monde entier. Je n'ai pas trouvé d'équivalent en chaleur, en gentillesse, et je pense que sur ce capital-là, l'Afrique et les marques africaines doivent répondre et doivent amplifier cette opportunité. Deuxième modèle, j'attends, et j'ai mis l'image de Nollywood. Nollywood, c'est à peu près 12 000 € un film, 12 jours par rapport au modèle américain qui est, on va dire, 1 an et 60 millions de dollars. Ça veut dire contre-modèle créatif, ça veut dire que la responsabilité
et dans le domaine alimentaire, c'est de venir avec d'autres modèles de création. Et quand Carrefour va s'installer en Afrique, Carrefour va, j'espère, finalement mettre en scène, mettre en rayon des créateurs, des jeunes Africains qui vont changer la donne et qui ne vont pas forcément mettre en boîte du bissap, du gingembre ou de la tiéké et autres, mais qui vont aussi venir avec des intelligences, une signature, un graphisme, une façon de voir la vie et une façon de dire la beauté et l'holistique africaine, non pas à travers les yeux des grandes multinationales, mais à travers les yeux du continent, des habitants et de leur histoire. Enfin, j'ai mis le baobab parce que c'est assez caricatural, mais non pas en tant à la fois que biodiversité et en même temps en tant qu'imaginaire. Je pense que la grande donne et le grand capital de l'Afrique, c'est le leadership dans ce que j'appelle le capital de l'imaginaire. La grande bataille du XXIe siècle, c'est pas l'argent, c'est pas de la récurrence des solutions qu'on connaît, c'est les nouveaux imaginaires, les nouvelles visions. Et on n'a pas encore entendu l'Afrique. On n'a pas encore entendu des marques. Personne ne s'exprime. Quand on va sur des salons, au Cial, à la Nougat ou des grands salons mondiaux, on est très surpris de voir la grande différence qui existe entre l'aspiration africaine et, j'ai envie de dire, le silence africain sur les grands salons. Il n'y a pas de stand, il n'y a pas de marque. Les gens ont 1 mètre carré pour mettre une noix de coco ou pour mettre un petit produit. Et c'est bien en deçà de l'espérance et de la foi que j'ai pour cette partie du monde. Alors, quels sont les grands enjeux? J'ai mis un exemple de marque qui est d'Obem au Brésil, c'est la marque. C'est pas de produire, c'est pas d'envoyer, comme je le disais, du bissap ou d'envoyer du gingembre ou autre chose. C'est créer des marques, exprimer la différence de l'Éthiopie, du Burundi, du Kenya, du Nigeria, raconter une histoire nouvelle dans le concert des solutions et des offres. Et ça vaut pour l'alimentaire et ça vaut pour d'autres. La marque, c'est le référent consommateur. C'est pas de raconter une histoire de ça a été fait à tel endroit et on a réussi contre vents et marées à produire quelque chose de l'Afrique. Non, c'est des jeunes entrepreneurs qui ont été formés dans la diaspora ou en Afrique ou partout, qui viennent et qui créent des marques comme on le voit, on commence à le voir au Brésil, aux Philippines, et le défi est le même pour la France, hein, soyons absolument pas condescendants, c'est le même pour la France. Deuxième défi, il est classique. Il faut comprendre que le monde est géré par des grands classiques. Et ces grands classiques sont le riz, le burger, le machin, et que l'Afrique ne va pas pouvoir faire sans ces grands classiques. Alors, il y a deux tendances. Il faut qu'elle maîtrise ces classiques pour les africaniser, localement, régionalement, et exporter la touche de l'imaginaire africain sur les grands classiques. La donne exportation, c'est pas d'envoyer du mafé à Paris. Personne n'a mangé du mafé à Paris, globalement, sauf un marketing communautaire. Par contre, s'attaquer aux grands classiques mondiaux en amenant l'âme, l'holistique, la beauté, la puissance du relationnel africain, c'est absolument génial. Autre chose, la métropole. Moi, j'en ai un petit peu assez d'entendre parler de l'Afrique au sens large. C'est-à-dire, comme on ne connaît rien, on se cache derrière ce grand mot l'Afrique. Personne ne connaît ce qui se passe ni à Lagos, ni à Abuja, ni à Nairobi, ni à Bujumbura, ni nulle part. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il est temps de déglobaliser l'Afrique, de passer de l'Afrique à des pays et de parler de ce qui se passe dans les métropoles. Il y a des grandes villes africaines, on l'a vu. C'est là la toute-puissance du renouveau et du changement. C'est Sao Paulo par rapport à Lagos, par rapport à Tokyo. Et c'est pas de se dire « Ouh, le Nigeria, c'est vaste, c'est grand, il y a des opportunités, mais j'ai peur d'y aller, c'est violent et j'irai pas. » Voilà, c'est un peu ça en résumé. Le collectif. On a monté, nous, sur le Brésil, des plateformes d'intelligence collective, regrouper des marques par secteur. On a ici, et j'ai avec moi des storytellers formidables qui s'appellent les Cool Brands hollandais, qui ont créé avec nous ce livre et qui ont participé à un mouvement de dire on va regrouper des marques, regrouper des visions et parler collectif. Dans la plupart des pays, c'est difficile d'émerger catégorie par catégorie, il faut s'associer. Et je pense que les classes moyennes vont bénéficier rapidement de schémas associatifs, de schémas créatifs nouveaux. Autre point, le social. L'Afrique et les pays africains et les créateurs doivent absolument donner le là en matière de collectif, de social, parce qu'il y a trop de choses extraordinaires, il y a trop d'ingéniosité, d'intuition, de merveilleux dans cette dimension pour qu'elles ne prennent pas le lead du collectif à travers des rituels nouveaux. Il faut vraiment rappeler que le collectif, c'est la grande donne de ce siècle et qu'on est à la rue en Europe, à la rue aux États-Unis, et que l'Afrique peut apporter quelque chose d'extrêmement novateur dans ce domaine. Un petit exemple juste pour vous raconter ce que nous on a fait, j'en termine. On a présenté en 2009 à la BAD, je suis allé,
présentait déjà une vision qui était de valoriser l'Afrique à travers son capital imaginaire, en parlant de cette toute puissance du capital imaginaire africain, en le mettant en scène à travers, vous voyez, des marques qui sont des marques résolument novatrices, qui pratiquent les meilleures disciplines. C'est pas parce qu'on est en Afrique, c'est pas parce qu'on est aux Philippines et au Brésil qu'on doit pratiquer un sous-marketing, qu'on ne doit pas y mettre de l'émotion, du storytelling, du graphisme, de l'impact. Et on n'a pas demandé à une société anglo-saxonne ou britannique de venir donner le là. Il faut développer une même école du design qui peut exister dans certains pays, dans les briques et autres. Donc c'est très important, voilà le projet qu'on a présenté à la BAD, qui était de dire, traitons les grands classiques africains, mais dans une somptueuse et magistrale modernité. D'accord ? Autre projet, et la créatrice est ici présente dans la salle, c'est pas parce qu'on s'appelle Sorgho qu'on est définitivement une céréale 4x4 qui est pour les pays pauvres et qui est nécessairement faite pour la bouillie et pour des trucs infâmes. C'est tout le contraire. Je pense que le sorgho, par exemple, est excessivement moderne. Simplement, il faut le mettre dans un langage, et vous le voyez à travers cette marque. Ce qui est fantastique, c'est qu'il n'y a pas d'ingrédient qui ne soit pas modernisable. Il n'y a pas de savoir-faire, de capital, d'histoire africaine qui ne soit pas projetable dans le débat des grandes nations, des grands échanges. Et c'est ça qu'on attend. Merci. Merci beaucoup.